Bonjour. Voilà, alors, donc, pour faire un tout petit point d'orgue, encore une fois, donc la rhétorique fleurit lorsque des, des conceptions anciennes s'effondrent et que les nouvelles se font attendre. Et le voisinage entre des réponses qui deviennent problématiques et des nouvelles réponses qui doivent valoir comme telles, ce voisinage est au fond à la source de l'opposition entre la rhétorique et l'argumentation. Et c'est pour ça qu'Aristote disait, dans le doute, il faut justifier les réponses qu'on considère comme telles. Et ces justifications, c'est l'argumentation. Et quand ce sont des réponses qui ont l'air d'en être mais qui n'en sont plus, eh bien, on se trouve dans la situation de la rhétorique, voire de la sophistique. La question qui m'a animé pendant les 3 leçons précédentes, vous le savez, c'est une question qui est, à mon avis, qui est fondamentale quand on fait de la rhétorique, c'est pourquoi la rationalité devrait-elle nous convaincre ? Et vous avez vu que la réponse que l'on a donnée, c'est elle ne nous convainc pas toujours et on a besoin des émotions, des passions, des valeurs. Et parfois, elles sont beaucoup plus convaincantes ou plaisantes, mais certainement convaincantes que la rationalité stricte d'un antimème ou d'un raisonnement rhétorique strict, argumenté. Le problème maintenant qui se pose, et c'est vraiment l'objet de ce 4e exposé, c'est le rapport avec la morale. Il est constant en rhétorique, car le danger, c'est évidemment la critique platonicienne, qui consiste à dire que la rhétorique, c'est de la manipulation des esprits et qu'elle se fait aux dépens de toute considération éthique. Aristote a d'ailleurs eu bien soin, en s'opposant à Platon, de dire que la rhétorique avait un rapport avec l'éthique. Il ne nous l'a jamais précisé. Là aussi, c'est une des grandes questions pendantes de la discipline, et je pense qu'il faut l'aborder de front. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'éthique et de morale. Alors, le problème de l'éthique et de la morale, il ne faut pas tourner autour du pot, c'est qu'elle est dans on a une vision paradoxale de la morale, une vision tout à fait qui rend l'éthique impossible. En effet, la morale on considère que la morale, c'est le fait de se porter vers les autres, de les rencontrer, de s'oublier soi-même. Et bien sûr, qui est prêt à oublier ses désirs, ses intérêts et ses passions pour ceux des autres? Serait-il plus noble que les nôtres? Donc, la question de base, c'est comment, je résume la phrase de Nietzsche dans Humain trop humain, comment l'ego pourrait-il agir sans ego? C'est-à-dire qu'on fait partir la morale du moi, et avec le moi, on doit construire l'accès à autrui, alors que le moi est par définition ce qui est égoïste et égocentrique. Par conséquent, la morale semble impossible dès le début. Et le vrai problème de la morale est dans cette position paradoxale. Alors, beaucoup de philosophes ont évidemment essayé de résoudre ce problème, et depuis toujours, on nous a fait croire, on nous a fait passer une idée qui d'ailleurs ne passe que chez les philosophes et encore, c'est que quand on est bon, quand on est vertueux, ça fait du bien. L'identification de la vertu et du bonheur. Là encore, ce lot de consolation est une illusion, puisque lorsque un bien plus grand est en jeu, la vertu passe évidemment au second plan. C'est avec Kant que l'on est arrivé à cette idée que vertu et bonheur étaient à distinguer, à dissocier, et par conséquent, il fallait faire le bien pour lui-même. Cette idée donc, le problème de la morale est entier. Et si vous regardez les grandes théories de la morale qui ont existé, là encore, nous retrouvons 3 grandes sources, qui sont l'éthos, le pathos et le logos. Et ces 3 grandes sources, c'est, si vous voulez, des théories qui, chacune, ne donne, loin de donner satisfaction, sont au contraire assez frustrantes. Les théories qui sont fondées sur le pathos, ce sont des théories qui sont fondées sur l'émotion. Ce qu'on appelle en anglais l'émotivisme, c'est une idée qui est en partie originaire de Hume, mais surtout que s'est développée au début des années 1900 chez un penseur du Nord qui s'appelait Westermarck. Et Westermarck assimilait le bien et le mal à l'approbation, à la désapprobation et au sentiment positif ou négatif qu'on pouvait en retirer. C'est évidemment du relativisme, et cette théorie n'a pas
tout en ayant été même fondée anthropologiquement à bien des égards, n'a absolument pas survécu aux nombreuses critiques qui ont été faites. Ensuite, il y a des théories qui sont fondées sur le logos. La plus célèbre théorie fondée sur le logos, c'est évidemment celle de Kant, et toutes les théories qui sont fondées sur des principes et des règles. Mais on pourrait aussi dire que des théories fondées sur le logos, c'est des théories qui sont fondées dans l'interaction entre les individus, qui est fondée sur le rapport au monde, et on mettrait là-dedans l'utilitarisme. Donc il faut faire attention quand on parle du logos. On a le sentiment que toute théorie qui est fondée sur le pathos ou sur le logos ou sur l'éthos va déborder sur les deux autres dimensions pour se compléter. Et c'est ce qui s'est passé aussi bien avec Kant que ce qui s'est passé avec l'utilitarisme, qui ne tenait compte que de l'utilité des individus, et ça s'est étendu, bien sûr, à l'utilité personnelle, à l'utilité de l'autre, à une utilité générale qui était le mérite. Et puis, vous avez des théories de l'éthos qui sont en général des théories du soi, donc du plaisir, de l'intérêt privé. Et là aussi, toutes les théories ont débordé, mais c'est en gros, s'il fallait donner véritablement la charpente, je dirais qu'une théorie de l'éthos, c'est une théorie qui est fondée sur le soi au sens d'un enracinement personnel, dans les intérêts et donc dans le plaisir. L'émotivisme, c'est dans la réaction de l'autre, et le logos, c'est dans la distance et dans la gestion, et toutes les théories philosophiques l'ont pratiqué. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez les classifications traditionnelles, on se trouve finalement devant d'autres considérations. C'est-à-dire que la théorie de l'éthos est considérée comme une théorie des droits, qui prend sa racine dans la théorie des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'était à l'origine les droits du souverain vis-à-vis des pouvoirs qui voulaient le contrôler. Et donc la théorie des droits, c'est lié à la monarchie française qui naît à la Renaissance et qui deviendra par après la théorie des droits du citoyen et de l'homme en général. La théorie du logos, c'était le rapport au monde, c'est l'interaction. C'était au contraire la théorie de l'utilité et de l'utilitarisme, c'est-à-dire le fait d'avoir une récompense dans le commerce avec le monde. Et les théories fondées sur le pathos, c'était au contraire des théories qui étaient fondées sur, bien sûr, sur l'émotion et mais sur la sympathie et sur le rapport à autrui. Mais en réalité, ça c'est dérivé de ces théories utilitaristes. À l'origine, les théories du pathos sont beaucoup plus codifiées. C'est la théorie, à la limite, c'est une théorie à la Kant, c'est une théorie du devoir à l'égard d'autrui. Alors vous allez me dire, oui mais monsieur, on peut retrouver donc de l'éthos et du pathos et du logos dans toutes ces théories. Oui, on peut très bien dire qu'une théorie à la Kant, c'est une théorie de l'éthos, parce que c'est une théorie du soi qui se transcende vers l'universel. On peut dire qu'une théorie de l'utilitarisme, c'est à la fois une théorie de l'intérêt personnel et de l'intérêt d'autrui. Mais enfin, à l'origine, on peut dire qu'il y a trois grands types de théories. Des théories qui sont fondées sur le devoir à l'égard d'autrui, qui sont les théories allemandes du devoir, qui, en termes de perversion, donneront, comme vous le savez, l'obéissance et la soumission à l'autre qui est hiérarchiquement supérieur. Puis vous avez des théories qui sont fondées sur le logos, c'est-à-dire le lien entre les individus, c'est le rapport au monde, c'est-à-dire l'utilité, et le fait de mériter le sort qui arrive. Et puis les théories de l'éthos, qui sont une théorie des droits. Donc droit, devoir et mérite ponctuent cette séquence ethos, pathos, logos. Mais c'est vrai que vous pouvez réinterpréter chacune des théories dont je viens de vous parler en disant oui, mais enfin la théorie de Kant, c'est quand même aussi une théorie du logos, je l'ai dit. C'est aussi une théorie de l'éthos, c'est-à-dire du soi, bien sûr. Ça veut dire qu'on va retrouver les trois composantes vont se retrouver dans chacune de ces théories, mais à l'origine, elles sont nées
La théorie de l'éthos, c'était une théorie des droits de la personne humaine. La théorie du pathos, c'était véritablement une théorie qui était fondée sur le devoir que l'on avait à l'égard des autres. Donc Kant est le représentant, c'est la théorie allemande de la morale, et puis anglo-saxonne, c'est le logos, c'est le rapport au monde qui régit ce que l'on mérite et ce que l'on ne mérite pas, les récompenses, les sanctions, c'est l'utilitarisme. Mais il est vrai que ces trois théories, se rendant compte qu'elles n'avaient que privilégier un des trois aspects, a évidemment accaparé les deux autres, et c'est devenu des théories générales, ce sont devenues des théories générales, et l'utilitarisme, comme le kantisme, et comme donc l'utilitarisme, ce sont devenus des théories complètes. Ce sont des théories complètes. Les théories du devoir sont devenues, par exemple, la théorie kantienne du devoir est devenue une théorie du contrat, et elle se prolonge aujourd'hui, par exemple, dans des théories comme celle de Rawls. Et elles ont accaparé le logos, c'est-à-dire un discours où les règles, les principes de droit vont être fondamentaux, mais dans l'utilitarisme des Bentham, il y avait déjà cette obsession du droit et de ce qui relève d'un logos fondé en raison. Donc toutes ces théories se sont étendues et elles sont donc entrées en compétition les unes avec les autres. Et quand vous lisez les auteurs contemporains, ils sont toujours en train de régler le compte des deux autres. Les kantiens règlent les comptes des utilitaristes les théoriciens des droits sont toujours en train de se subordonner la théorie des devoirs et de l'utilité d'une façon ou d'une autre. Donc on voit bien que dans les théories modernes, les grands débats ont lieu justement dans ces généralisations qui font oublier les points d'ancrage. Le problème, évidemment, vous vous doutez bien de la morale, c'est qu'on est quand même, malgré toutes ces théories dont je viens de parler, que je viens de vous résumer, on est quand même confronté à de grandes apories. C'est-à-dire, on est confronté à ce problème qui est de savoir pourquoi être moral, dans la mesure où je dois m'oublier moi-même au profit des autres et renoncer à ce que je suis pour précisément faire en sorte que les autres passent avant. C'est une vision qui aujourd'hui ne passe plus. D'un côté, on est d'accord pour dire, par exemple avec Kant, que l'intérêt général, l'égalité de tous les hommes entre eux, que le fait de ne pas traiter les gens de différentes manières, selon le statut, l'origine, la religion, que sais-je, c'est coupable. Mais d'un autre côté, nous savons très bien que les gens ne renoncent pas à ce qu'ils sont au profit de cet universel. Donc ce tiraillement entre les différentes formes de morale pose un très grand problème. Alors, la question, c'est de savoir comment reconstruire l'éthique sur une nouvelle vision. Et je n'ai pas dit une vision rhétorique, mais sur une vision, vous allez voir, on va retrouver tout ce que l'on a dit. La première chose que je voudrais dire, qui complète un petit peu mon propos, c'est de savoir pourquoi les théories morales ont échoué jusqu'ici, y compris lorsque, croyant, enfin en généralisant les points de vue des deux autres, elles ont cru réussir. En réalité, elles échouent toujours parce que je ne crois pas qu'on puisse faire partir la morale du moi. C'est que quand vous faites partir la morale du moi, eh bien, vous n'arriverez pas aux autres. Ou alors vous serez obligé de dire que vous vous mettez, enfin c'est toutes des théories modernes à la Hoffman, etc., où on se dit on a une empathie avec autrui, mais le fait de savoir que l'autre ressent, si je sais que quand l'autre a mal dedans, je vois bien ce qu'il peut éprouver de douloureux, ça ne me fait pas forcément agir pour le soulager. Et par conséquent, on n'a pas le sentiment que la notion d'empathie ou de sympathie va pouvoir résoudre le problème. Si vous prenez maintenant les théories, je ne parle pas plus, je les ai classées philosophiquement, ethos, pathos, logos, comme il convient, parce qu'elles ont mis l'accent là-dessus, même si elles ont englobé les deux autres dimensions. Je ne crois pas que les théories morales, la morale naît avec l'effondrement ou avec, en tout cas, l'effacement progressif de la religion. Et le problème, c'est comme pour l'esthétique, c'est-à-dire que la morale devient un problème en soi. Et on le voit bien qu'au XVIIIe siècle, les grandes théories morales reviennent à l'honneur comme elles l'avaient été avec les Grecs.
Ce qu'il y a, c'est que ce retour de la morale, pour les Grecs, c'était l'effondrement du mythe, et pour nous, c'est la contestation du christianisme. Alors, le problème de la morale, en le faisant partir du moi et de l'ego, puisque l'affirmation du moi est contemporaine de cet effacement du christianisme, je ne crois pas qu'en faisant partir du moi, on arrivera à l'autre. Et là, on peut en fait distinguer des grandes théories aussi, c'est-à-dire on peut prendre un autre axe de lecture, et l'autre axe de lecture, c'est un axe de lecture qui est centré, si vous voulez, sur quelque chose qui est récurrent dans l'histoire de la morale, et qui est, si vous voulez, et que vous garderez en mémoire comme étant quelque chose de récurrent, c'est la notion d'amitié, la philia chez Aristote, c'est la notion de compassion dans le christianisme, c'est la notion d'amour de l'humanité chez Schopenhauer, c'est l'idée des sentiments moraux de sympathie chez Hume et chez Smith, et un auteur qu'il faut d'ailleurs relire, parce que la théorie des sentiments moraux, je sais qu'Amartya Sen le remet très fort en honneur, mais la théorie des sentiments moraux, qui est pleine de contradictions, puisque la douleur d'un autre doit m'animer une émotion à son égard, et au même moment, il dit que lorsque l'on voit quelqu'un qui nous parle de ses malheurs et qui nous les communique, on a toujours un mouvement de recul. C'est comme quand on demande à quelqu'un comment ça va, eh bien on s'attend à ce qu'il ne réponde pas, parce qu'ils vont dire non, ça va pas du tout. On le fuit en disant il va pas me raconter sa vie. Bon, vous voyez, donc c'est clair que Smith joue sur cette bénévolence du genre humain, mais lui-même fait le détail de toutes les exceptions et des règles générales, enfin, mais c'est peut-être même des règles générales qui font en sorte que ça ne marche pas. Donc, c'est quelque chose qui a traversé depuis Aristote la théorie morale, et il faut vraiment attendre Kant pour avoir cette rupture. Alors, donc, on se trouve devant vraiment un vide ou une pléthore, c'est la même chose. Il y a tellement de théories morales, il y a tellement de qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal. On a l'impression que, en tout cas, si on part de l'individu, on n'arrivera à rien. Ça, c'est certain. Qu'on joue sur la sympathie, sur l'empathie, l'empathie existe toujours, mais quand devient-elle de la sympathie? C'est par l'assimilation des deux que Smith nous fait croire que nous sommes bons naturellement, suivant peut-être Rousseau en cela. Hume aussi, même s'il n'avait pas beaucoup de raisons de suivre Rousseau. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que le problème du bien et du mal pose évidemment une grande difficulté. Et le problème du bien et du mal, c'est que, si vous voulez, toutes ces théories dont je vous ai parlé ont une vision du bien et du mal. Par exemple, les théories du logos, parce que ça c'est les plus connues, les théories du logos, c'est-à-dire le bien et le mal se mesurent, s'évaluent, c'est bon. C'est une réalité que l'on peut donc vérifier et jauger. Et arrive en 1903, je pense, un penseur analytique anglais, un grand ami de Keynes, qui était George Moore, qui arrive en disant la notion de bien ne peut pas servir de prédicat, parce qu'à l'inverse de la couleur, ou de la forme, ou de la texture, la notion de bien ne se réfère à rien. Elle est ambiguë. Donc, il disait, le bien n'est pas un prédicat. Donc, quand on dit on a bien agi, ou c'est une personne bien, eh bien, ou l'inverse, mal, eh bien, ça ne veut rien dire, et ça doit échapper au logos. Mais quand vous prenez l'émotivisme, c'est-à-dire bien, c'est ce que j'approuve, et mal, c'est ce que je désapprouve, évidemment, vous êtes dans un relativisme total, c'est-à-dire que ce que l'un pense, et en plus, je sais très bien que je ne peux pas tout ramener à moi, parce que c'est mal d'avoir mal aux dents, enfin ça fait mal, donc je veux, mais comme c'est pas par rapport à moi, je ne vais pas désapprouver le mal de dents de l'autre, c'est tout à fait déplacé comme manière de s'exprimer ou de penser. Donc l'émotivisme ne marche pas non plus. Et la théorie des droits, donc fondée sur l'éthos, la théorie de la personne, elle ne marche pas plus parce que fonder les droits et les délimiter et en faire une classification rationnelle,
comme on avait des difficultés avec les figures ou les arguments, c'est très difficile parce qu'on est obligé d'introduire des conceptions qui sont extérieures à la théorie pour la fonder. Ça veut donc dire que cette théorie, loin d'être explicative, est plutôt en demande d'explication. Donc vraiment, le problème du bien et du mal, dans sa variabilité, pose problème. Allons même plus loin. Et je pense que c'est une indication empirique, c'est que ce qui doit peut-être nous inciter aussi à réfléchir, je vais faire une parenthèse parce que je vois que je l'ai oublié d'en parler, vous allez me dire, il y a des théories qui ne sont pas parties du bien et du mal de l'individu, mais du collectif. On pense à Durkheim, par exemple, et les théories qui voient dans la société et le collectif qui définit ce qui est bien et mal comme intérêt à suivre, à défendre, comme valeur fondamentale. Donc on peut faire partir du collectif. Le problème, c'est que alors vous diminuez la responsabilité individuelle et que la responsabilité morale s'efface complètement dans la prééminence que vous donnez au collectif. Donc je qualifie mon propos en disant que toutes les théories ont été fondées sur l'individu. Il y a des théories qui ont été fondées sur le collectif, mais elles ont autant d'apories que celles qui partent de l'individu. Ce qui prouve bien qu'on est dans une sorte de grande incertitude sur ce qu'est le bien et le mal. Et c'est d'autant plus étonnant que si je vous demande de me dire ce que c'est que le bien et ce que c'est que le mal, personne ne peut répondre. C'est impossible. Par contre, dans des circonstances particulières, dans des situations particulières, nous savons tous ce qui est bien et ce qui est mal. Nous le savons tous. Même les criminels de guerre qui pensaient agir au nom d'une idéologie juste, faisant évidemment le mal, mais au nom du bien, savaient très très bien qu'ils avaient intérêt à se planquer une fois que leur régime était par terre. Donc, la notion du bien et du mal, nous le savons dans des circonstances très particulières et nous ne le savons pas de manière générale. Vous allez me dire, oui, mais il y a des grands principes auxquels on peut se rattacher. Des grands principes auxquels, par exemple, tu ne tueras point. Ben, voilà, c'est dans le bouddhisme, c'est dans le christianisme, c'est dans toutes les religions, c'est dans toutes les sociétés. Très bien, mais nous savons bien que nous tuons. Nous faisons des guerres. Non seulement ça, mais nous acceptons la légitime défense. Donc voilà, les circonstances, là encore, modalisent la réaction morale. Alors, quelle est la solution que je voudrais vous proposer ? Comme je suis un questionneur, c'est une proposition problématique. C'est-à-dire que je voudrais simplement vous dire qu'est-ce que c'est que le bien et le mal de la manière la plus élémentaire ? C'est comme pour la rhétorique, je voudrais partir d'axiomes simples sur lesquels tout le monde puisse tomber d'accord. Exactement comme je l'ai fait en introduisant la problématologie et la théorie du questionnement au début de ces conférences. Je crois que la force d'une théorie, c'est de reposer sur des propositions très simples que tout le monde peut accepter. Quand je définis la philosophie comme étant la théorie du questionnement, quand j'essaye de m'interroger sur la raison pour laquelle on n'a pas questionné le questionnement jusqu'à aujourd'hui, et pourquoi on doit le faire, je peux oublier l'aspect historique et dire, écoutez, la problématologie, c'est fondamental pour la philosophie, parce que quand vous posez la question de ce qui est fondamental en philosophie, il n'y a rien de plus fondamental que la question elle-même. Toute réponse présupposerait le questionnement en tant que réponse. Et bien sûr, vous pouvez mettre ça en question, vous questionnez encore. Le questionnement est vraiment le fondement de la pensée. Et donc, quand on analyse la rhétorique, qui est un processus intellectuel, mais qui est mis en situation intersubjective, eh bien, ou qui s'adresse à des textes, eh bien, le questionnement est fondateur. C'est une nouvelle approche. Bien sûr, comme on est dans un univers où on privilégie les réponses, où on n'aime pas ce qui est problématique, eh bien, cette vision problématologique, bien qu'elle parte d'une idée assez simple, eh bien, elle trouve encore des résistances dans les musées philosophiques dont les universités sont souvent les gardiens. Mais bon, c'est pas grave, quand on fait quelque chose de neuf, ça met du temps, c'est pas grave. L'idée que je veux défendre pour la morale est du même ordre.
C'est-à-dire, je voudrais revenir à des intuitions de base de ce qui est bien et de ce qui est mal, et avec lesquelles tout le monde, enfin, il n'y a personne qui va être en désaccord. Toute la force de l'argumentation qui va être la nôtre, ça va être de dire, une fois que vous m'avez concédé ça, vous m'avez concédé plus que vous ne croyez. Vous me concédez le reste. L'idée que je veux défendre est simple. Le bien, c'est ce vers quoi nous tendons, ce que nous cherchons, comme disait Aristote, et le mal, c'est ce que nous voulons éviter. Ça n'est rien de plus que ça dans un premier temps. Oui, seulement si le bien est ce que nous cherchons et le mal ce que nous voulons éviter, c'est la proximité et l'éloignement qui vont donner des contenus différents au bien et au mal. Et on va tomber, non pas dans le relativisme, oui, le relativisme du bien et du mal, mais on pourra dire que la distance module les conceptions de bien et de mal que nous avons. Cette idée, d'ailleurs, entre nous soit dit, elle traverse en filigrane l'histoire de la pensée. Hume a un célèbre exemple dans le livre 3 du traité de la nature humaine, où il dit, voilà, si je vois, enfin je vais traduire en termes modernes, si je vois un enfant comme ça à côté de moi qui meurt de faim ou qui est battu, je vais réagir, je vais t'indigner, je vais tout de suite m'énerver. Si on me dit que dans la ville d'à côté, il y a un enfant battu, je vais dire c'est scandaleux, ben, je ne vais pas trop bouger. Mais si on me dit qu'il y a 2000 enfants qui meurent de faim par jour au Sahel, là, je vais être moins concerné parce que la distance sera plus grande. Et donc, on retrouve le concept de distance que je vous ai introduit en rhétorique et on le retrouve en morale. La distance module nos conceptions du bien et du mal. Ça veut dire que nos conceptions du bien et du mal varient selon, bien sûr, la distance qui nous sépare des autres. Alors vous allez dire, oui, mais monsieur, taper un enfant, c'est bien ou c'est mal que l'on soit proche ou pas proche. Oui, mais la manière dont je vais interpréter, dont je vais agir pour faire le bien, je ne parle pas de conception, je parle de ma réaction. La réaction que je vais avoir va dépendre de la proximité. Je ne vais pas demain prendre un avion et aller au Sahel avec des blocs de riz. Je crois que vous avez eu un ministre qui a bien fait ça. Je ne vais pas aller au Sahel avec des blocs de riz ou des sacs de riz pour aller alimenter les enfants. Je vais m'indigner, je vais trouver ça scandaleux, éventuellement je vais agir, ce qui n'est même pas encore sûr. Par contre, la proximité va me faire réagir. Donc ce que je vais considérer comme véritablement comme un impératif, ça va être quelque chose qui va dépendre de la distance. Est-ce que c'est une forme de relativisme ? Oui et non, ça dépend ce que vous appelez relativisme. Si relativisme, ça veut dire que c'est relatif à la distance, c'est du relativisme. Si vous dites que tout le monde placé à même distance réagit de la même façon, non. Il est clair que je pense que tout le monde ici présent, si vous voyez un enfant à côté de vous qui était tapé sous vos yeux, vous réagiriez. Vous trouveriez ça scandaleux. Donc tout le monde pense la même chose. Donc l'exemple de Hume est vrai. Par contre, si je vous dis qu'il y a 2000 enfants qui meurent de faim au Sahel par jour, par exemple, je pense qu'il n'y a personne d'entre vous qui va croiser quelqu'un d'autre de l'assistance à Roissy cet après-midi, avec un sac de riz ou sans. Donc, ce qui prouve bien que nous réagissons à cette distance et que la manière dont nous évaluons le bien et le mal est évidemment fonction de celle-ci. Et vous avez déjà compris le lien avec ce que je vous ai dit précédemment. Si vous êtes très proche, vous êtes davantage dans l'émotionnel, et cette émotion vous touche, au sens littéral du terme, ça vous touche. Et par contre, si c'est lointain, c'est plus de l'émotion, ce sont des valeurs, c'est-à-dire c'est des principes généraux. C'est exactement comme quand on a parlé des mots comme j'aime ou j'aime pas. S'il y a une très grande proximité, j'aime ou j'aime pas, c'est passionnel, mais si vous dites je n'aime pas Obama ou je n'aime pas Poutine ou j'aime bien Obama, en fait ça change rien à votre vie, à votre manière de sentir, c'est tellement intellectualisé que le j'aime Obama et j'aime pas Poutine, finalement, je vais pas dire s'équivalent, mais finalement sont émotionnellement au même étiage. Alors, si vous voulez, ce qui est intéressant dans cette vision de la distance, du bien et du mal, c'est que
Vous allez me dire, mais monsieur, est-ce qu'il n'y a plus, dans les conceptions de ce qui est bien et de ce qui est mal, est-ce qu'on ne peut pas tirer quand même des limites à cette distance qui font en sorte qu'on peut trouver encore un impératif catégorique au sens kantien? Alors moi, j'aime pas l'impératif catégorique. Je vais vous dire pourquoi, parce que l'impératif catégorique, c'est donc un principe qui m'oblige à ne plus être moi, alors que moi, j'ai envie d'être moi comme tout le monde. Voilà. Je l'ai dit au début, je le répète parce que je pense que c'est vrai. On est tous dans le même cas. On a nos désirs, nos intérêts, nos passions, et y renoncer pour ceux des autres qui seraient plus nobles que les nôtres, ça ne passe pas très bien. Je ne parle pas juridiquement, là le kantisme marche bien, parce que bon, c'est égalité de droit. Mais agir moralement, ce n'est pas simplement se situer sur un plan juridique de principe. Donc, comment l'impératif catégorique, en plus, quand vous l'analysez, ça ne marche pas tellement bien. Hein. Fais en sorte que la maxime de ta volonté soit une loi universelle. Bon, eh bien, une des maximes de ma volonté, c'est que le matin à 8 heures, je prends du café. Je décide que c'est une loi universelle. Est-ce que ce désir que je vous impose est moral? Du fait que je vous l'impose, je ne pense pas qu'il le soit. D'abord. Et deuxièmement, universaliser une maxime de la volonté, c'est-à-dire un souhait ou un désir personnel, s'il est loufoque et qui n'a pas de fondement, c'est pas parce que je l'universalise qu'il en trouve un. Pardon. Donc, ce que je crois, c'est que la formulation de l'impératif catégorique ne tient pas la rampe. La deuxième considération que je veux faire, c'est que quand on voit les exemples de Kant, eh bien, il y en a finalement aucun qui tient la rampe. Et il dit il ne faut pas se suicider. Pourquoi? Parce que si tout le monde se donne la mort, il n'y a plus personne sur Terre. D'accord, mais qui va penser que tout le monde va se suicider? On ne peut pas mettre fin à sa vie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. On peut se suicider, ce n'est pas immoral. On ne peut pas en faire une maxime, on ne peut pas l'universaliser, mais c'est pas parce que on ne peut pas l'universaliser que c'est immoral quand on le fait. Autre exemple, mentir. On peut mentir. Si vous protégez un résistant, que vous le cachez dans votre cave et que la Gestapo arrive, il faut mentir. Et puis, il y a le troisième exemple qu'il donne, c'est le dépôt. Hegel a beaucoup ironisé là-dessus, le dépôt. Mais il est évident que le dépôt, c'est-à-dire le fait de prêter ou de rendre de l'argent, c'est évidemment socialement... c'est socialement déterminé. Et on voit bien que le fait que le dépôt, qu'on puisse faire partir l'argent en fumée, après tout, c'est pas tellement vieux que cela, et donc on se rend compte que ce n'est pas non plus universalisable. Merci. Et donc, voilà. Donc, l'universalisme kantien, l'impératif, alors vous allez me dire, c'est très embêtant parce que maintenant, on n'a plus de loi morale, on n'a plus d'exigence, on n'a plus de rempart. Ben si, on en a un. On en a un qui nous est fourni quand même par la notion de distance. C'est d'une conséquence. Et c'est le corps. Le corps, c'est la limite minimale. Le corps, c'est la limite minimale. C'est l'intégrité physique. On sait très bien que le corps, c'est un impératif catégorique. Tous les régimes totalitaires savent bien qu'en humiliant, en privant de liberté, en torturant, en dénudant, en affamant, en réduisant l'homme à l'état de nature, eh bien, on le déshumanise. Ici, on revient à une idée qui est chère aux anthropologues, c'est que l'homme se définit par cet arrachement à la nature. Le cru et le cuit, l'homme est le seul animal qui cuit ses aliments. Il n'y a personne qui se jette avec sa fourchette et son couteau sur une vache qui passe au moment où il a faim. Donc il y a une élaboration de tous les instincts et les pulsions corporelles qui les socialisent. Si vous regardez bien, tout ce qui est corporel est refoulé. Et tout ce qui est corporel et tout ce qui est naturel est mis à distance. Et quand nous insultons les gens, nous utilisons toujours des noms d'animaux
où nous utilisons des fonctions biologiques qui servent à diminuer l'autre. Donc on voit bien que le sens de la distance, que la première forme de distance, c'est donné par le corps. Le corps est un impératif catégorique, car l'homme est le seul être de la nature qui ne veut pas être seulement de la nature. Alors c'est très important parce qu'au fond on se demande pourquoi être moral, pourquoi ne pas être égoïste, puisque eh bien pourquoi ne pas simplement s'occuper de soi, mais pourquoi est-ce qu'il y a une question morale même, pourquoi y a-t-il une question morale? Parce que la première forme d'altérité, c'est le corps que je suis et que je ne veux pas être. On va dire que j'ai un corps, mais je suis mon corps, et de toute façon, j'ai beau refouler mon corps, il va finir par me lâcher. Nous commençons par nous rendre compte que nous ne pouvons pas nous alimenter, que nous ne pouvons pas nous chauffer, que nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas bouger à la naissance. Et nous sommes purement corporels, et c'est seulement quand il y a une maîtrise qui s'installe qu'on voit l'humanisation se produire, et l'enfant qui sourit et qui acquiert une fonction ludique qu'il ne peut pas avoir en étant plongé dans un univers où tout ce qu'il doit faire était assumé quasiment automatiquement, c'est-à-dire biologiquement dans le ventre de la mère. Et la forme, donc, c'est ce rejet, enfin pas ce rejet du corps, mais on peut dire que tout dans les sociétés, et peut-être dans les sociétés aussi anhistoriques, pour pas dire primitives, sont fondées sur la culturalité, sur la socialisation, que le corps, quand il est montré, est scarifié ou peinturluré, ou ici il est maquillé. Donc le corps est quelque chose que nous mettons à distance, car il nous rappelle la nature. Et donc, nous cultivons une maîtrise, donc un éloignement des pulsions du corps à travers l'habillement que nous choisissons pour ne pas avoir froid ou chaud. Nous essayons de ne pas avoir faim en mangeant à heure régulière, en buvant alors même que nous n'avons pas forcément soif. L'homme est aussi le seul animal qui peut dissocier la sexualité de la reproduction. Donc le plaisir fait partie du refoulement du corps. C'est une position sur laquelle je suis souvent attaqué parce que les gens ont l'impression, depuis la libération sexuelle, que le plaisir du corps, ça n'est pas une mise à distance, un refoulement du corps, mais c'est pas vrai. Le plaisir est une mise à distance du corps dans ce qu'il a de contraignant et de privatif de la liberté. Par le plaisir, on renouvelle une maîtrise que l'on n'a que d'une manière ponctuelle. On a le plaisir de boire, le plaisir de faire l'amour, le plaisir de manger, parce que c'est un plaisir, alors qu'à la base c'est une contrainte et c'est une nécessité. Et comme je le dis, les régimes forts savent très bien inverser ce que la civilisation nous permet de maintenir à distance. Donc le corps, si vous voulez, est ce rempart de la distance. Et je vous ai déjà pris cet exemple de cette distance minimale que, quand quelqu'un s'approche auprès de nous, nous avons tendance à reculer. Nous avons cette notion de la distance qui est corporelle, et d'ailleurs, moins la distance est grande, et plus nous réagissons physiquement, émotionnellement au danger de l'autre. Et ceci m'amène à répondre à la question, pourquoi y a-t-il de la morale? S'il n'y avait que moi et que les autres dont je ne dois pas tenir compte, bien, la morale serait inutile. C'est parce que la première forme de différence et d'altérité, c'est le corps. Et l'homme a toujours fonctionné dans ses conceptions de lui-même par des dualismes. L'âme et le corps, l'esprit et la matière, l'être et l'apparence. C'est-à-dire que il a toujours l'idée que la vraie réalité, c'est l'âme et que le corps n'est que le lieu d'un passage. Mais en tout cas, l'âme ou l'esprit, c'est quelque chose qui permet à l'homme de marquer de la distance par rapport à la nature et par rapport au corporel. D'où le problème des passions qui, comme on le sait, sont à la fois naturelles et humaines. Et beaucoup d'auteurs ont pensé que les passions étaient des formes de jugement, c'est-à-dire c'est l'interaction du corps sur l'âme, mais c'est le jugement que ça produit, cette interaction. Et donc on peut corriger cette passionnalité, c'est-à-dire ce que nous subissons de notre corps, dit Descartes, pour pouvoir aller au-delà.
Donc la première forme donc, d'altérité, c'est le corps. Et quand évidemment, nous essayons de maîtriser le maximum de fonctions, comme vous savez, il y a une seule fonction, enfin un seul aspect de notre vie que nous ne pouvons maîtriser, c'est la mort. C'est pour ça que nous enterrons ou nous brûlons les morts, nous remettons de la distance avec eux, nous socialisons un événement incontournable. Je peux maîtriser la faim, je peux maîtriser l'instinct sexuel, je peux maîtriser la soif, mais la mort, elle est là, incontournable. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous nous appelons des humains, puisque nous inhumons les autres. Et nous nous faisons inhumer. Donc nous nous mettons en terre. Mais la notion donc d'humanité, ce qui reste, c'est la mort. Donc la notion donc de corps est liée à la notion bien sûr de maladie, de vieillissement, etc., de passage extrêmement temporalisé sur la terre, mais c'est la première forme d'altérité. Si d'ailleurs je vous demande qui vous êtes, vous n'allez jamais me dire je suis une bouche, deux yeux, un nez. Non, vous allez me dire je suis monsieur un tel, je suis madame une telle. Vous allez me dire je suis avocat, je suis médecin, je suis ouvrier. Vous n'allez jamais me répondre que vous êtes un corps. Et pourtant, le corps, c'est ce qu'il y a de plus personnel et de plus universel. Nous en avons tous un. Mais ce n'est pas le même. C'est ce qu'il y a de plus individuel. Donc c'est là qu'à mon avis on retrouve cet impératif catégorique dont je parlais, c'est-à-dire c'est là qu'on retrouve la limite du personnel et de l'universel. Et c'est la distance minimale qu'il ne faut pas franchir. Donc cette distance, la notion de distance, elle se retrouve d'ailleurs tout au long enfin je veux dire... Nous la trouvons. C'est parce que la société garantit une distance entre les êtres que nous pouvons nous permettre d'être égoïstes. C'est parce que la société veille à ce qu'il y ait un marché, à ce qu'il y ait des rémunérations, à ce qu'il y ait des arrangements sociaux que je peux me permettre de suivre mes intérêts. C'est parce que celui des autres est garanti. L'égoïsme, c'est quelque chose que la distance entre les individus garantie socialement, politiquement et juridiquement permet de réaliser. Sans cela, ce ne serait pas possible. L'état de nature, c'est au contraire un état dans lequel on n'est pas simplement réduit au corporel, mais on est réduit, si vous voulez, à, comment je vais dire, où au contraire, on ne peut pas se permettre d'être égoïste. Et on comprend bien que toutes les théories de l'état de nature étaient des théories embryonnaires ou déguisées du contrat social. Dans notre société, on n'a pas besoin de conclure des contrats sociaux au sens de refonder la société, parce que la société nous permet d'être nous-mêmes, et donc c'est la naissance d'un espace privatif, d'un espace privé qui est lié justement à cet égoïsme et à cet individualisme. Donc la notion de distance est fondamentale parce que elle nous donne quand même une limite à une exigence morale. Et si vous regardez bien, nos concepts moraux sont tirés de cette distance par rapport au corps. La honte, la culpabilité, le respect, toutes sont fondées sur la notion de corporéité et de distance. Quelqu'un qui a honte de soi ou qui est coupable, c'est une distance avec soi que l'on n'accepte pas. On pourrait dire la fierté, au contraire, c'est une distance que l'on établit par rapport à autrui, qui peut être de l'arrogance ou de la vanité ou de l'orgueil, enfin peu importe, mais on se rend bien compte que c'est chaque fois, ce sont des concepts qui sont issus de la distance et qui valent pour soi. On peut d'ailleurs recréer de la distance en la prenant au sérieux, c'est l'humour. On peut au contraire avoir une attitude sérieuse, qui est à la base de toute arrogance et de toute prétention. Mais on voit bien qu'il y a dans cette notion de distance et de distance par rapport au corps la source même de tous les concepts moraux individualistes. Maintenant, l'altérité, c'est le corps que je suis et que je ne veux pas être, puisque je suis autre chose que mon corps, que je suis pourtant. C'est probablement de là que vient la notion de refoulement, c'est-à-dire le langage du corps, c'est le langage que je refoule. Il me plaît pas, il me traumatise, il me rappelle à mon absence de liberté que j'essaye de conquérir en maîtrisant par le plaisir ou la non-douleur ce qui est de l'ordre du corporel. L'altérité,
c'est bien sûr la rencontre de l'autre. Et c'est là que vient la morale, c'est que je suis toujours au milieu des autres. C'est pour ça que faire partir la morale du soi me semble d'abord une impossibilité, celle dont je vous ai parlé au début, mais même quelque chose d'absurde empiriquement. Nous sommes déjà avec un autre en nous et nous allons rencontrer des autres qui sont des corps. Bien sûr, ils vont maquiller leur corps, ils vont maintenir une distance, ils vont utiliser des formules de politesse, ils vont s'habiller d'une certaine façon. Tout ça pour renforcer ou maintenir la distance, un uniforme, des galons, un stéthoscope en bandoulière, etc. Tout ce dont on a parlé. Ils vont utiliser une rhétorique de la distance qui va évidemment servir à maintenir justement cette distance non problématisante avec le corps. D'où ma définition de la morale. Ma définition de la morale, c'est la gestion de la distance entre les individus. Et on voit bien le lien avec la définition de la rhétorique, c'est que la rhétorique n'est qu'un moyen pour gérer cette distance. Et donc on retrouve cette idée aristotélicienne que rhétorique et morale sont liées. Et que l'un peut être l'instrument de l'autre. Donc, ce que je viens de vous dire est loin d'être sans rapport avec ce qui précède. On peut aller plus loin et dire que lorsque je suis avec autrui, eh bien, autrui est fondamentalement une mise en question qui rappelle par son corps le corps que j'ai refoulé. L'autre est une question qui m'est adressée, et cette question qui m'est adressée, elle me pose la question de comment dois-je agir avec lui, la violence, la discussion, comment dois-je faire. Et il y a dans la question que l'autre m'adresse la nécessité d'une réponse morale. Morale, soyons honnêtes, il faut arrêter, et je pense que là, il faut être ferme, il faut arrêter de définir la morale comme étant la description de ce qui doit être bien. Parce que si vous avez cette définition, qui traverse l'histoire de la pensée également, vous êtes dans le normatif. Et vous savez combien on a combattu au cours de ces leçons l'idée que l'on fait de la norme quand on fait de la description. Hume nous rappelle d'ailleurs qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est ce même Hume qui dit, ici j'ai le passage, c'est ce même Hume qui nous dit qu'au fond, quand il écrit sur la morale, quel est son but ? Non pas de dire ce qui se passe quand les gens jugent ce qui est bien ou ce qui est mal, mais il nous dit qu'au fond, il nous dit le but de toutes les spéculations morales est de nous enseigner notre devoir et d'engendrer des habitudes correspondantes pour nous engager à éviter le vice et à rechercher la vertu. Alors, si la morale, c'est dire ce qui est bien, comme je vous l'ai dit, c'est impossible, puisque ce qui est bien varie selon la distance. Je ne peux pas vous dire, quand la distance est faible, moyenne ou grande, ce qu'il faut faire. Personne ne peut vous le dire. Simplement, ce que nous pouvons dire, c'est que lorsque vous êtes à une certaine distance, avec autrui, le bien ou le mal va se définir d'une certaine façon. Voilà, ça nous pouvons dire. Donc, c'est de la description et non de la prescription. Cette définition de Hume, vous la retrouvez chez Aristote, mais vous la retrouvez chez des auteurs plus contemporains comme Rawls ou comme Sidgwick. Donc, vous trouvez ça évidemment chez Kant, ça va de soi. Vous retrouvez ça partout. Donc, ce que moi je veux essayer de vous montrer, c'est que moi j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un me dit ceci est bien, ceci est mal. Eh bien, je dirais il est plus ou moins concerné, il est à plus ou moins grande distance. Et au fond, la morale, c'est quoi ? C'est que l'autre est une question pour moi-même. Hobbes nous l'avait déjà, bien sûr, dit. Je vous le répète, l'autre est une question pour moi-même. Qu'est-ce que c'est que la morale ? C'est dissocier le bien du mal de la présence de l'autre. C'est-à-dire que l'autre n'est plus un mal, que son élimination ou sa mise à distance, ce n'est plus un bien, et que le bien et le mal sont différents. Donc pathos, c'est à la fois le bien et le mal, et pathos, c'est l'autre. Et donc on dissocie pathos et mal. Donc l'autre peut être source de bien, je peux aller vers lui, et par conséquent, je peux diminuer la distance. La morale, c'est la gestion de la distance. Allons plus loin, c'est la gestion de la distance par la dissociation du bien et du mal, de la proximité ou de l'éloignement de l'autre. Et le fait que l'altérité soit en nous et toujours présente à travers les autres fait en sorte que, effectivement, nous sommes toujours dans la mise en question.
Moi, je dois dire, je vous donne un petit exemple avant de commenter le petit graphique. J'ai toujours été frappé, vous savez, moi j'ai été éduqué dans mon enfance que lorsque l'on s'adressait à quelqu'un d'autorité, on dit « excusez-moi ». Eh bien, c'est démodé, c'est plus comme ça. Et on voit bien que quand on s'adresse aux gens, on les met en question si on n'a pas les bonnes formules de politesse. Je suis perdu dans Paris, ça m'arrive souvent, je vais me balader, je demande mon chemin à un agent de police. Alors, c'est pas arrivé une seule fois, c'est arrivé N fois. C'est arrivé quand je prends mon train, le Thalys, pour aller à Bruxelles, j'ai la même chose avec le contrôleur. J'arrive vers le contrôleur, vers l'agent de police, et je dis « excusez-moi ». Le type me regarde ulcéré et me dit « bonjour, monsieur ». Excusez-moi, ça veut dire excusez-moi de vous interrompre, parce que vous êtes occupé à quelque chose. Non, il le prend comme une agression, c'est-à-dire je l'ai mise en question, alors qu'en réalité, je dis le contraire. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il faut dire bonjour. Dans mon enfance, on disait excusez-moi. Voilà, donc c'est purement conventionnel. Donc très vite, la mise en question de l'autre est évidente, est apparente, ressurgit. Et les formules de politesse sont là pour atténuer cette mise en question. Tout est fait pour cela, mais évidemment, il faut les codes, et les codes changent puisqu'on vieillit. Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que cette mise en question de l'autre, c'est quelque chose qui est inhérent au contact humain. Et donc tout est fait par la socialisation pour atténuer cette mise en question de l'autre. Donc la morale, c'est quelque chose de très élastique, parce que le policier ou le contrôleur de train va trouver que c'était mal ce que j'ai dit, ou pas bien quand je lui ai pas dit bonjour, parce que j'ai été impoli, je lui ai pas dit bonjour, alors qu'en réalité, je lui ai dit excusez-moi. Mais voilà, c'était pas ce qui convenait. Donc voilà, ceci est une parenthèse existentielle qui est destinée à vérifier, vous savez, c'est toujours dans les détails que se cache, non pas le diable, mais parfois la vérité. Bref. Voilà, donc ça, cette notion de distance et de gestion de la distance, la morale, c'est la gestion de la distance. Oui, c'est une nouvelle vision de la morale, parce qu'elle n'est plus fondée sur l'individu, elle n'est pas fondée sur l'autre, elle est fondée sur l'interaction des deux. Et ça n'a jamais été fait. Alors, bien sûr, ça n'a jamais été fait, vous allez me dire, mais bon, alors, toutes les théories morales qui ont été produites sont pas bonnes. Mais pas du tout. C'est justement ça qui est étonnant quand vous regardez l'histoire des théories morales, c'est que les théories morales ont tout un domaine de validité selon la distance qu'elles privilégient. Elles sont fausses quand elles privilégient leur conception comme un absolu. Quand c'est un absolu, Kant, la loi morale, c'est faux, ça ne marche pas. Mais ça marche pour une distance donnée. C'est-à-dire qu'il y a un domaine de validité. Il y a des moments où vous êtes stoïcien. Quand, par exemple, vous souffrez, que ça ne va pas, que vous dites « je dois véritablement prendre sur moi et considérer, mettre de la distance avec ce qui me dérange et considérer que ce n'est pas essentiel ». Il y a tous des moments où on est stoïcien. Mais il y a des moments où on est youmien, en disant « oh là là, le pauvre enfant qui vraiment n'a rien à manger, il faut que je lui donne quelque chose, il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas laisser les choses en l'état ». On est tous youmiens. Et puis on est tous kantiens, en disant mais écoutez, on ne va pas traiter les gens de manière différente parce qu'ils ont une couleur, une religion, une origine, etc. Tout le monde doit être traité de la même façon. Donc il y a des moments où nous sommes kantiens. Maintenant, quand on veut en faire un absolu, comme Kant veut le faire, ou comme Hume veut le faire, ou comme le stoïcisme veut le faire, alors là on se trompe parce que ça ne sont pas des absolus. Et c'est très dur de faire comprendre aux philosophes, c'est très dur, de faire comprendre aux philosophes que le bien et le mal ne sont pas des absolus, que c'est relatif à la distance. Alors, je voudrais vous montrer ces domaines de validité en prenant le tableau que je vous ai donné. Vous avez circulé, je ne sais pas si j'en ai moi-même encore un. Je sais qu'il est quelque part ici, dans mon manuscrit, mais je ne sais pas... Est-ce qu'il en reste un pour l'orateur? Non, mais vous privez pas, vous en avez pris deux. Ah bon, merci beaucoup. Bon. Voilà, alors, regardez ce beau tableau. Toutes les théories morales importantes sont reprises. Et je peux faire des embranchements verticaux, par exemple la théorie de la vertu. Nous allons voir que il y a des extensions aussi bien chez Aristote
que chez... voilà. Alors ce tableau est relativement mal fait parce qu'il est très bourré à droite et peu à gauche, ce qui veut dire que la théorie du juste milieu d'Aristote n'est pas au milieu. Bon, voilà, ça c'est quelque chose qui devrait être plus centré, puisque le juste milieu, par définition, c'est ce qui se trouve au milieu. Alors, prenez les premiers, donc vous devez imaginer que l'orientation de la flèche, ça veut dire que c'est un curseur. Donc l'éthos, il se trouve là où il y a la convergence de l'éthos et du logos. Vous avez remarqué, donc, ce que je vous ai dit au début, c'est que chaque théorie, qu'elle soit centrée sur le pathos, sur le logos ou l'éthos, elle a les deux autres dimensions. Elle aspire à une généralité. Et en réalité, il faut voir comment ça fonctionne. Donc prenons un éthos qui est proche de l'autre. L'autre est conçu comme donc nous mettant en question parce que la distance est faible. On est donc, si vous voulez, dans un état de passionnalité, ce que, d'ailleurs, bon, je ne devrais plutôt pas dire passion captive, mais passion réactive. Ça, je vois que ça a été... C'est passion réactive. C'est la théorie de Nietzsche sur la réactivité des passions, très bien analysée par Deleuze. C'est l'idée que quand vous êtes face à un autre qui vous met en question, qui vous envahit, eh bien, vous avez du plaisir à remettre de la distance. Cette apologie de la cruauté ou de l'instinct dont Nietzsche a fait l'essentiel de sa théorie dans la généalogie de la morale, eh bien, ça se trouve là, dans cette grande proximité. Donc Nietzsche a raison. Alors vous allez me dire, mais c'est pas bien d'être cruel. Oui, mais la question n'est pas de dire que c'est bien et que c'est mal. C'est que quand la distance diminue avec quelqu'un qui s'approche, qui vous envahit, eh bien, vous avez du plaisir à remettre de la distance parce qu'elle est trop faible. Et nous le faisons tous. Maintenant, nous nous trouvons à une plus grande distance du pathos. Nous nous trouvons donc dans cette altérité où l'homme est face davantage avec lui-même, l'autre est encore là, bien sûr, mais un peu plus lointain. Et vous avez le stoïcisme et l'épicurisme, qui ont ceci de différent, c'est que l'épicurisme veut éviter la douleur parce que le corps envahit l'esprit, donc on ne peut pas empêcher les sensations, on ne peut simplement que s'orienter vers celles qui sont le moins douloureux. Tandis que dans le stoïcisme, l'esprit domine le corps, donc le logos est prioritaire sur l'éthos, et par conséquent, par un sain jugement, on peut évidemment maîtriser les erreurs de conception sur... donc quand on s'énerve, on fait un mauvais jugement, on ne devrait pas, c'est pas important, enfin voilà, on fait tout ça, on diminue l'objet négatif ou on amplifie l'objet positif, et donc l'esprit est en paix avec lui-même et ne subit pas le mal, donc c'est les passions maîtrisées. Donc passion réactive, vous avez corrigé, pas captive, réactive, passion maîtrisée, et avec cette opposition de l'épicurisme et du stoïcisme, qui est classique, vous la retrouvez au début des Tusculanes de Cicéron, mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. On sait bien que dans l'épicurisme, le corps, on cherche l'absence de douleur, et dans le stoïcisme, on cherche la saine raison qui va nous permettre de dominer à la fois les problèmes que l'on a avec son propre corps et avec le corps de l'autre, c'est-à-dire avec l'agression, avec la violence, etc. Sénèque est un bon exemple aussi. La distance augmente encore, et nous sommes toujours dans le pathos parce que nous sommes proches de l'autre, et nous avons toutes ces théories, bien sûr, centrées sur sur l'émotion, sur l'empathie, sur la sympathie avec autrui, mais c'est plus lointain. Donc c'est déjà des théories qui intègrent la notion de distance. Je l'ai dit, Smith le fait, Hume le fait. Il part pour le soi du plaisir et de la douleur. Il dit le vice et la vertu, c'est ce qui est associé au plaisir et à la douleur, au sien, à celui de l'autre. Puis il se rend compte que ça ne va pas. Alors il va introduire la notion d'utilité. En cela, il est ancêtre de l'utilitarisme. Et puis il va introduire la notion de sympathie sous l'influence de son... Parce que ce n'est pas lui qui influence Adam Smith, c'est Adam Smith qui influence Hume. Enfin, ils se sont influencés l'un l'autre, mais si vous regardez la chronologie des textes, Hume a beaucoup pris chez Smith. Et on retrouvera cette même idée de Menschenliebe, d'amour de l'humanité, que j'ai traduit par compassion, chez Schopenhauer, dans les deux sources de l'éthique, les deux fondements de la morale, qui est une réponse à Kant.
Puis, nous arrivons au logos. Nous sommes à peu près à équidistants en les individus. Il y a le soi et l'autre. Donc, c'est l'utilitarisme. Mon bonheur, si je le poursuis, va augmenter le bonheur de tous, et donc l'intérêt général et l'intérêt personnel coïncident. Donc, mon intérêt, c'est pour l'éthos, le bonheur, c'est le bonheur de l'autre, c'est son pathos, et l'utilité, c'est ce qui permet de faire le pont entre les deux, si vous voulez, c'est la source de toute rémunération, de votre salaire, on est dans une théorie du mérite, de l'utilité, et l'utilité est donc... alors, le problème de l'utilitarisme, c'est que mon utilité est comparée à la vôtre, c'est comme comparer des pommes et des poires. Qu'est-ce qui fait que l'utilité globale augmente? C'est la somme des utilités individuelles, mais nous n'avons pas la même définition de ce qui nous est utile. Donc, le problème de l'utilitarisme est certainement un problème d'hétérogénéité des plaisirs et des utilités personnelles. Critique classique, donc, que je répète en passant. Et puis nous avons une théorie qui, à mon avis, vous savez, il y a deux grands textes en philosophie morale, c'est l'éthique anicomacque d'Aristote et les fondements de la métaphysique des mœurs de Kant. Et il y a un texte qui est fondamental, c'est Aristote. Pour lui, c'est la vertu. Toutes ces théories, maintenant, il y a un renouveau aux États-Unis de ce qu'on appelle virtue ethics. C'est le renouveau des théories de la vertu, alors d'Oxford à Harvard, en passant par Columbia, tout le monde se met à la virtue ethics parce que tout le monde se rend compte que le kantisme est très aride et ne donne pas satisfaction, justement par son formalisme vide, puisque c'est pas parce que on universalise une maxime qu'on sait ce qu'il faut mettre dedans. Comme je vous l'ai dit, si je mets du café comme norme ou comme maxime de volonté, c'est quand même un peu dérisoire. Bon, donc on est renvoyé à savoir qu'est-ce qu'il est dérisoire et qu'est-ce qu'il n'est pas, et on n'est plus dans le kantisme. Donc Aristote, avec son juste milieu, il nous dit, voilà, écoutez, prenons l'exemple de la générosité, c'est à mi-chemin entre l'avarice où on garde tout pour soi et la prodigalité où on dépense sans compter. Eh bien, la générosité, c'est que moi, je ne dépends pas des autres parce que je garde pour moi et je suis généreux avec les autres. Donc voilà, le juste milieu. Alors, il y a 4 grandes vertus cardinales pour les Grecs. Le courage, la justice, la tempérance et la sagesse, le discernement. Savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qu'ils appelaient la phronésis en grec. C'est pas... Alors, dans le christianisme, c'est devenu, évidemment, la sagesse est devenue la foi, le courage est devenu la force, la justice c'est la charité, et la dernière, je crois que c'est l'espérance. Il y a un très célèbre auteur chrétien d'Oxford qui s'appelle Geach, qui écrit un livre qui s'appelle Virtues, dans lequel il dit l'accomplissement de l'aristotélisme, c'est les vertus au sens de saint Thomas d'Aquin. Aristote était plus subtil. Aristote avait 4 vertus, ces 4 vertus fondamentales, mais il nous en donne plusieurs, il nous en donne beaucoup. Dans l'éthique à Eudème, qui est une autre petite éthique, il nous donne des tas d'autres types de vertus, parce que la vertu, c'est quoi? Ça, c'est la définition que je veux défendre. La vertu, c'est une passion avec plus de distance, en fait. Vous voyez? Voilà. Le goût de l'argent, ça devient la générosité, mais c'est de la cupidité. Voilà. Donc, il y a toujours un lien entre les... Donc, vous pouvez traduire toute vertu en passion moins son excès. C'est très marrant, on peut presque le faire mathématiquement. Voilà, la crainte, bon, dans le christianisme, a fortiori, la crainte devient l'espérance, bien sûr. Bon. Et l'espérance d'un salut. Bon. Et puis, on se trouve alors à une distance maximale. On ne connaît pas les autres, donc l'autre, c'est le genre humain. Et là, vous avez les 3 formules de l'impératif catégorique, et remarquez bien qu'elles sont différentes et identiques. C'est l'impératif catégorique, mais en réalité, elles traduisent l'accent sur l'éthos, sur le logos ou sur le pathos de la loi morale. Si je dis fais en sorte que la maxime de ta volonté soit une loi universelle, je suis évidemment dans l'éthos, puisque c'est je qui a une maxime de sa volonté qui va l'ériger en universel. Le logos, il y a la deuxième formulation, c'est faire en sorte que la loi morale soit une loi de la nature. Bon, mais ça, c'est le logos. C'est-à-dire il faut que ça ait la même force de loi qu'une loi newtonienne. Et puis, le pathos, c'est-à-dire là où l'autre, ne traite pas l'autre comme un moyen, mais comme une fin en soi, parce qu'il représente l'humanité.
Voilà, donc on se rend bien compte que la motivation là, on ne l'a pas, puisque Kant est obligé de dire que la raison est une motivation en soi, et comme ça ne marche pas bien, il réintroduit dans la doctrine de la vertu le fait qu'il y a des êtres qui sont vertueux et qui par nature vont être plus respectueux de la loi morale. Donc il réintroduit la vertu par la bande et la motivation, et puis tout de suite il revient en arrière en disant que la vertu c'est la volonté de faire la loi morale, et qu'elle se... Bon, donc en fait on tourne en rond, hein, bon. Alors, qui a raison? Kant, Aristote, Stuart Mill, Cicéron, Nietzsche, Schopenhauer, mais tous. Tous parce qu'ils représentent, comme vous le voyez, ils se situent à une distance différente. Et qu'il est clair que quand la distance est très faible, ben, ce que vous appelez bien et mal, c'est tout simplement ce que vous voulez fuir ou ce dont vous voulez vous approcher. Mais quand vous êtes très loin, la gestion de la distance n'est plus dans le rapprochement avec autrui qui est déjà loin, donc c'est le genre humain en général dont vous parlez, et donc on voit bien que toutes ces théories ont leur validité qui est définie par la distance. Donc la notion de bien et de mal est relative, mais pas relative aux individus, relative à la distance entre les individus. Alors, je voudrais conclure en disant, voilà, vous voyez maintenant le lien qui peut exister entre la rhétorique et l'éthique. Ce lien est fondamental parce que le trait commun, c'est la notion de distance. C'est vrai que dans la rhétorique, on négocie la distance, mais dans quel but? Quelle est la fin qu'on poursuit? Déjà, la notion de valeur qu'on avait introduite la fois passée, qui était neutre en termes de bien et de mal, puisque ça renforçait plus ou moins la communauté et permettait à l'individu de se défendre en tant qu'individu, on se rendait bien compte qu'il pouvait y avoir une coloration en termes de bien et de mal si on l'y introduisait. Ce que je me suis refusé à faire, parce que la rhétorique est neutre. Mais ici, on voit bien que le lien qui peut exister entre la rhétorique et l'éthique est un lien qui s'est rompu. Un lien qui s'est rompu parce que quand vous regardez maintenant les histoires de la rhétorique, on a déjà dit que la dernière théorie de la rhétorique qui utilisait les passions, c'était Aristote, avec un petit retour avec Bernard Lamy au XVIIe siècle, mais c'est purement, enfin c'est pas fondamental, ce qu'il fait est fondamental, mais il ne le fait pas bien. Aristote l'avait vraiment bien fait. Mais c'est la même chose avec la notion d'éthique. Parce que quand la rhétorique revient à l'honneur, par exemple au XVIIe ou au XVIIIe siècle chez les Anglais ou chez les Allemands, c'est avec cette vision protestante. Chez les catholiques, c'est avec cette vision du prêche à l'âge baroque qui consiste à vouloir chanter les mérites de la vertu chrétienne, on se rend bien compte qu'on a là un cadre précodifié de ce qui est bien et de ce qui est mal, qui est donné par une sorte de retour du religieux qui est lié évidemment à la lutte entre le protestantisme et le catholicisme. Et puis quand cette lutte s'est épuisée et qu'on est arrivé à l'aube des temps modernes, la notion de rhétorique est totalement déconnectée de bien et de mal. Elle est déconnectée totalement chez tous les théoriciens. Le seul qui en parle, c'est Habermas, mais c'est pour nous dire que c'est Kant qui a raison. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il a trouvé la pierre angulaire qui lui permet de fonder le kantisme. Mais fonder le kantisme ne sert à rien, parce que le kantisme, d'abord, n'a pas besoin d'être fondé, mais le kantisme a ceci de particulier, c'est qu'il est vide. Hegel avait cette phrase en disant on ne se salit pas les mains dans la morale kantienne parce qu'on est manchot. Eh bien, c'est pas faux, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contenu, c'est la forme qui prime. Mais c'est très important, la forme. Demandez à un juriste, la forme c'est fondamental, la procédure, les conditions qui respectent les formes, c'est ce qui permet justement à ce que justice soit rendue de manière équitable pour tous. Donc, on ne peut pas dévaloriser ou dévaluer la morale kantienne, mais elle n'a pas besoin d'être fondée non plus, au sens où Habermas l'entend. Donc on voit bien que la rhétorique s'est totalement dissociée de l'éthique, ce qui fait que d'un côté, vous avez des théoriciens de la littérature qui disent « Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas l'argumentation, c'est la rhétorique littéraire. Donc là, on n'a pas besoin des valeurs, du bien et du mal. » Et ceux qui font de l'argumentation, soit s'appuient sur le droit
où le bien et le mal est codifié par la loi c'est ce qui dit le bien et l'inverse c'est le mal, ou bien on s'appuie sur la religion en sachant bien que les préceptes de la religion vont nous dire ce qui est bien et ce qui est mal, et on oublie de repenser le bien et le mal philosophiquement comme on doit repenser philosophiquement la rhétorique. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire durant ces 4 leçons, et merci beaucoup de m'avoir accordé votre attention.